Bienvenue à la causerie de ce lundi avec nos confrères que vous connaissez très bien. Mathias Koulodi-Dedjan qui est analyste politique. Bonjour Mathias. Bonjour à vous. Bonjour. Voilà, merci d'être là. À vos côtés, Abel Dako, qu'on ne présente plus, habitué à ce plateau. Abel Dako, bonjour. Bonjour Gilles Chris, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour Lali. Bonjour Abel. Vous êtes correspondant de FM Liberté au Bénin et au Nigeria. Merci d'être là une fois encore. C'est moi qui vous remercie plutôt. Voilà, et puis Elia Djeran. Bonjour Eli. Bonjour. Bonjour chers téléspectateurs. Voilà, merci à tous d'être là ce lundi. Tout à l'heure, vous avez suivi le commentaire de la rédaction qui s'est intéressée à la session de rattrapage. Abel Dako, pensez-vous que à travers cette session, le gouvernement a manifesté sa bonne foi? On ne peut pas, c'est le mieux qu'on puisse dire après cette session de remplacement, parce que vous savez, après l'attitude des enseignants qui ont délibérément choisi de ne pas aller composer la dernière fois, il y avait eu des suspicions, où d'aucuns disaient que ce gouvernement travaille à radier un certain nombre de Béninois de la fonction publique. Et cette fois-ci, moi j'ai trouvé que le gouvernement du président Patrice Talon a sorti le grand jeu en montrant son côté paternel, en montrant, on me dira que ce n'est pas une question de paternité ou pas, mais c'est le côté social de ce gouvernement qui vient d'être manifesté une fois encore, en donnant une deuxième chance à ces enseignants-là d'aller sauver donc leur carrière, comme il a été bien dit dans le commentaire qu'on a suivi il y a quelques minutes. Et donc, je dirais que cet effort de la part du gouvernement est à saluer, et il faut saluer aussi les collègues qui sont allés composer le samedi dernier et donc pour sauver leur carrière. Elia Djeran. Oui, bien évidemment, je crois que c'est une seconde chance qui a été offerte à ces candidats, ou du moins à ces enseignants, pour se rattraper. Parce que figurez-vous, à la première session, ou la session normale, beaucoup ont agi par impulsion. Ils avaient opté pour l'absence, et voilà donc le gouvernement, toujours pour les persuader, pour leur convaincre et leur faire rappeler qu'il n'est pas dans la dynamique de les faire perdre leur job, leur a offert seconde chance. On ne peut que saluer cette volonté-là et encourager donc cette action aussi de ces enseignants. Ça ne traduit pas une certaine fragilité du gouvernement? Même pas du tout, au contraire, même une ténacité, une certaine rigueur, et toujours la volonté à pouvoir assainir et améliorer la qualité de l'enseignement. Mathias Koulodi-Dedjan, le commentateur, pense que c'est la victoire du bon sens, c'est-à-dire la bonne façon de réfléchir et de se dire, bon, on avait certainement peut-être fait des procès d'intention au gouvernement, mais cette fois, faisons-lui confiance et allons composer. C'est la victoire du bon sens selon vous? Bien évidemment, je pense que ce qu'on va souhaiter davantage, c'est qu'en des situations ou bien des circonstances pareilles, que le bon sens puisse prendre le dessus. Et moi, je pense que le gouvernement, en étant fragile, surtout par rapport à cette évaluation-là, n'a fait que procéder à la sauvegarde de l'emploi. C'est ce qui est salutaire. Donc moi je suis heureux qu'il y a une forte mobilisation de ces contestataires-là quand même. Donc c'est le bon sens. Très bien. Venons-en maintenant au premier sujet inscrit à l'ordre de la causerie de ce matin. Il s'agit de la transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord de prêt signé entre la République du Bénin et la Banque ouest-africaine de développement BOAD. C'est bien sûr dans le cadre du financement partiel du projet d'aménagement et de bitumage des routes Djougou-Peunko-Kéru-Banikwara. C'est l'une des décisions du Conseil des ministres de ce mercredi. Abel Dako, c'est un soulagement pour les populations de cette région de savoir que bientôt ce tronçon sera bitumé. C'est plus qu'un soulagement, parce que quand vous considérez la cartographie du Bénin et cette partie du Bénin plus précisément dont il est question, on ne peut que dire que c'est un soulagement pour cette partie-là, parce que là nous sommes en train de parler d'une partie importante du Bénin où la plupart donc des produits vivriers proviennent, parce que quand on parle de Pionco et autres, c'est le grenier, disons que c'est le grenier même qui prend en compte, qui couvre toute la partie septentrionale du Bénin, pardon. Et ensuite donc il y a une grande partie qui est déversée sur sur Cotonou et autres, et ça ne peut qu'être donc un soulagement, parce que qui parle de développement parle forcément de voies d'accès.
Et nous sommes ici pour la plupart dans une région où les travaux champêtres ont véritablement lieu avec, comme vous le savez déjà, la matière qui fait booster véritablement l'économie du Bénin, c'est le coton. Et donc c'est une partie du Bénin où on cultive suffisamment le coton et bien d'autres produits. Et on ne peut que dire donc que c'est un soulagement parce que désormais les populations pourront faire accéder assez aisément leurs produits après les saisons les saisons champêtres. Mathias Dejan. Je pense que nous avons, en 59 ans d'indépendance, il y a un constat qui est amer. Nous avons des problèmes de voies à Cotonou, Porto Novo et même les milieux ruraux, on n'en parle pas. Et je pense que cette route surtout va permettre à ce que les populations de ces zones de production, comme il l'a souligné tout à l'heure, c'est-à-dire soient désengorgées et désenclavées. Parce que vous n'êtes pas, c'est une forte zone de production cotonnière. Et aujourd'hui, avec les prouesses que nous faisons en matière de la production du coton, il est important quand même qu'une telle infrastructure soit réaménagée, bitumée, pour permettre même de pouvoir avoir un accès géographique à ce produit-là, surtout de rente que nous faisons depuis un certain temps et dans lequel nous sommes pionniers désormais. Donc il y a cet aspect-là. Mais ce qui m'intéresse beaucoup plus aussi, c'est le volet beaucoup plus social de ce projet-là. On parle de 152 km de pistes rurales à aménager, ce qui, tout à l'heure, on a parlé du désenclavement, ce qui va contribuer à cet aspect-là. Mais il y a plus de 150 ou bien plus de 50 groupements de femmes qui seront également appuyés dans la mise en place des retenues d'eau pour leur permettre de faire du maraîchage. Et il y a des infrastructures socio-communautaires, des forages qui sont prévus. Et même près de 5600 arbres qui seront plantés tout au long en fait, de ces voies qui seront construites. Et je pense que cela règle plusieurs problèmes à la fois. C'est-à-dire, aujourd'hui, les défis, c'est beaucoup plus même comment faire pour lutter contre le changement climatique, le réchauffement climatique et consorts. Et ce projet prend effectivement en compte cet aspect-là, parce que les arbres jouent un rôle très capital, par exemple, dans la lutte contre le changement climatique et même dans en tout cas l'arrivée des pluies chez nous, pour permettre aux paysans quand même de pouvoir avoir de l'eau pour à plein temps mener leur activité sans se plaindre. Donc je pense que c'est les aspects sur lesquels moi je suis content que ce projet puisse prendre corps et que nous puissions véritablement dire que le gouvernement quand même a fait un grand pas sur le plan des infrastructures. Donc je pense que c'est quand même un grand soulagement pour cette zone du pays et même pour la sous-région, parce que d'autres pays, en tout cas limitrophes, qui viennent au Bénin aussi pour mener les activités, désormais cette voie sera empruntée par ceux-là. Et ça va permettre à ce que notre économie puisse quand même, en tout cas, puisse s'en sortir, véritablement grandir. Mais justement, pour continuer dans cette même perspective, Elia Djeran, quelle est peut-être la valeur ajoutée à notre économie nationale, c'est ce bitumage-là de ce tronçon du Gumpeuco, Kéru, Banikwara? Ok, merci. Vous savez, qui parle de développement parle de la route. Et qui parle de route parle en même temps du développement. On ne peut prétendre accroître nos productivités. On ne peut prétendre améliorer les échanges commerciaux sans avoir une route bien assainie. Parce que figurez-vous, la zone, même en matière de mobilité humaine, déjà c'est une zone très insécurisée. D'autant plus que les taximens, ou déjà même les camions qui vont dans ces zones-là, prennent assez de risques, c'est des surcharges. Ça voudrait dire que aujourd'hui, avec le bitumage donc, de ce tronçon, ça viendra donc assainir les déplacements des uns et des autres. Au plan économique ou au plan de production, figurez-vous, on a dit Banikwara, c'est une zone bien connue en matière ça dit, c'est là où on produit les grands chiffres d'affaires au plan cotonnier. Même quand on produit les produits céréaliers, c'est aussi dans ces zones-là. Comment on peut donc les exporter ici vers Cotonou et faciliter les échanges commerciaux si on n'a pas donc de route? C'est dans cette dynamique
que l'État, dans sa volonté de pouvoir donc assainir toutes les zones au plan infrastructurel, a donc voulu négocier ce partenariat avec la BOAD pour l'installation de ce bitumage et l'assainissement de ces zones. Et figurez-vous, ce qui m'intéresse davantage, déjà c'est la politique mise en place avec nos partenaires pour la réalisation de ces infrastructures. C'est d'abord sur fonds propres. Dans les contrats, dans les délais contractuels, on dit qu'il faudrait d'abord que le gouvernement démarre les travaux sur fonds propres avant maintenant que les partenaires techniques viennent donc achever. Ça montre déjà que c'est l'argent du contribuable. Et déjà, les entreprises qui pourront donc soumissionner pour gagner donc ce marché, pour la réalisation de choses, doivent comprendre qu'il n'y a plus de gaspillage, il n'y a plus de mauvaise gestion. Désormais, c'est l'argent du Béninois qui travaille pour le développement. Et cela n'a été facile que lorsque le gouvernement, à travers le ministère de l'économie et des finances, a procédé à l'assainissement d'abord du secteur économique. Puisque par le passé, on a toujours tendu la main vers l'extérieur, on pense que notre développement dépendrait désormais des autres. Désormais, on a déjà la possibilité d'avoir notre propre financement et investir maintenant pour le développement local. Je crois pour ma part que... C'est vrai que le transport dont on parle n'a pas forcément été financé entièrement par bien évidemment, je parle d'abord du démarrage. C'est un des taux. Ça montre d'abord qu'au Bénin, désormais, il y a un effort qui est fait pour l'assainissement économique et aussi injecté pour le développement et infrastructurel. C'est là ce que vous voulez dire. Maintenant, aujourd'hui, quand on prend cette zone, aujourd'hui, je pense que pour ma part, les échanges commerciaux vont donc être améliorés. Et aussi, l'impact que cela pourrait avoir, ça donnera aussi une certaine sécurité alimentaire. Parce que désormais, les magasins qui seront donc installés pour pouvoir conserver ces produits vivriers seront donc mis en place et pourront donc assurer une certaine, c'est-à-dire faciliter un certain transport jusqu'à leur commercialisation donc sur le terrain de consommation. Abel Dako, quel serait l'apport de cette infrastructure sur l'économie béninoise? C'est un apport qui, on ne peut plus clair, va certainement permettre le développement non seulement de ces localités citées, mais également va permettre de booster l'économie nationale. Et il y va de soi, parce que nous l'avions assez dit, lorsqu'on parle de développement, on parle de route. Et lorsqu'on parle de route, on parle de développement également, parce que c'est une synergie entre les deux mouvements pour permettre donc d'accéder à un développement assez durable. Et c'est ce que ce gouvernement a compris en procédant donc au lancement de ce projet-là, un projet qui va connaître désormais, qui va amorcer désormais sa phase concrète, parce que tout est déjà mis en œuvre pour que l'Assemblée nationale fasse le travail qui est le sien pour permettre à ce qu'on rentre désormais véritablement dans la phase concrète donc, de ce projet-là. Très bien. Abel Dako, je reste avec vous. Et parlant justement de financement de ce projet, comme Lee le disait tout à l'heure, il faut dire que le montant de ce prêt-là avec la BOAD s'élève à 17 milliards de nos francs CFA, alors que déjà, il y avait 107 milliards obtenus au niveau de la Banque africaine de développement, la BAD, sans oublier aussi qu'il y avait une contribution de 173 millions, 6 milliards plutôt, 6 milliards 173 millions de nos francs CFA qui ont été aussi mobilisés de cette même institution bancaire sous forme de dons et de facilités d'investissement, avec bien sûr l'apport du budget national. En matière de financement des projets, généralement c'est le casse-tête des autorités, mais lorsqu'on entend ces différents montants qui ont été mobilisés, ça rassure davantage de ce que effectivement le projet va naître, non? Vous savez, Elie faisait la démonstration tout à l'heure. Tout est une question de confiance d'abord. Parce que ce dont nous parlons ici, ce sont des sommes bien considérables. Et avant que les investisseurs, avant que les banques qui contribuent au développement n'accèdent donc à la demande d'un pays, il faut que le milieu économique de ce pays soit assaini. Et c'est ce à quoi que ce soit crédible. Merci pour l'expression, que ce soit crédible. Et c'est ce que ce gouvernement s'est attelé à faire depuis son arrivée en 2016. D'abord baliser le terrain, permettre aux autres de savoir que les montants, les frais qui sont alloués au développement du pays doivent servir véritablement à participer donc à ce développement-là. Et donc à partir de ce moment,
les investisseurs peuvent venir. Et c'est ce dont nous avons parlé le lundi dernier, qu'ils vous souviennent. Il ne suffit pas d'aller commander de l'argent et dire, bon voilà, j'ai tel projet, et au finish, on n'a pas la faisabilité donc de ce pourquoi, de ce projet, de ce pourquoi l'argent doit être octroyé. Et donc désormais, avec ce régime où on peut comprendre que lorsqu'on alloue un montant pour un financement, parlant en termes de financement pour un projet, la réalisation de ce projet connaît le jour. À partir de ce moment, les partenaires au développement peuvent investir. Deuxièmement, lorsque le Bénin même, le pays qui va demander le financement, ce pays-là même met déjà la main à la poche, malgré son niveau de développement économique. C'est une preuve que on peut avoir confiance en ce pays-là et lui permettre donc de trouver d'autres fonds pour pouvoir évoluer. Parce que vous n'êtes pas sans le savoir, l'adage le dit si bien, sûrement, à travers les Saintes Écritures, il faut que vous-même vous puissiez le porter au genou avant qu'on ne vous aide à le porter sur la tête. Et c'est ce que ce gouvernement a fait avec ces montants, ces chiffres que vous avez avancés tout à l'heure. Et à partir de ce moment, il y a une traçabilité, tout est clair, il y a une visibilité économique autour donc de ce projet-là. Et les partenaires ne pourront donc qu'accompagner. Mathias Dejan, pensez-vous aussi que les efforts ou les réformes entreprises par le gouvernement dans ce sens ont permis à l'allocation de il n'est plus à démontrer il n'est plus à démontrer que l'assainissement des finances publiques que nous connaissons, nous l'avons connu sous différents régimes, mais depuis 2016, il y a quand même une nouvelle méthode qui permet quand même de se rassurer de ce que les fonds mis à disposition des différents cadres à divers niveaux quand même soient mieux gérés. Et cela concerne la mise en place, par exemple, de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, ou les fossés entre griffes de l'économie béninoise, vous m'excusez peut-être le terme, soit mis à disposition de la justice. Mais il n'y a pas que ça là seul, il y a beaucoup d'autres aspects, beaucoup d'autres indicateurs. Vous convenez avec moi qu'en près de 4 ans d'exercice de pouvoir, en tout cas, je n'ai pas connaissance d'un éléphant blanc encore. Peut-être si les gens en ont connaissance, ils peuvent nous quand même... Voilà, si les gens en ont connaissance, merci, ils peuvent quand même nous apporter quand même les preuves pour qu'on puisse savoir que bon, dans tel secteur, il y a eu déjà ce problème-là, pour qu'on en parle aussi, pour que le peuple béninois puisse être mis au courant. Donc je pense que tous ces aspects et la rigueur surtout du chef de l'État et de tout son gouvernement, c'est en train de payer. Et c'est ça qui fait que les gens ont confiance quand même pour nous mettre à disposition des montants d'aussi grande envergure quand même pour conduire un certain nombre de ces genres de projets. Donc je pense que c'est tout ceci qui permet quand même que nous ayons ces résultats-là. Et si c'est mieux géré, ça va continuer ainsi, c'est le plus important. Vous vous rappelez par exemple de l'affaire PPA2 qui n'a pas honoré notre pays, parce qu'il était question de donner de l'eau potable à des populations dans des zones données, mais au finish, cette même population demeure aujourd'hui sans eau potable et c'est encore le régime actuel qui se bat alors qu'on devrait peut-être finir avec ça depuis. Donc c'est le plus important à faire aujourd'hui, c'est-à-dire c'est de mieux gérer les ressources, surtout financières, qu'on met à disposition de notre pays pour prouver davantage que nous sommes capables de concrétiser les grands projets du genre. Et cela permettra quand même un développement à coup sûr de notre pays. Mais il faut dire que tout ce que nous disons, c'est désormais les défis qui incombent à Hervé Khéroumel, le nouveau ministre des Infrastructures des Transports. C'est lui qui va donc réaliser tout cela. Et Elie Adjeran, en dehors de ces grandes préoccupations que constitue le bitumage de ce tronçon, il y a aussi d'autres travaux connexes, comme le disait tout à l'heure Mathias Koulodi Dejan, à savoir par exemple l'aménagement de 152 km de pistes rurales, la construction de 18 forages, la construction de 12 013 mètres linéaires de clôture, la réhabilitation de 18 infrastructures socio-communautaires,
la réhabilitation de 9 infrastructures marchandes, l'acquisition d'ambulances médicalisées pour les 4 communes desservies par le projet, la plantation de 5600 arbres et puis l'appui à 50 organisations de femmes en vue de la construction de retenues d'eau pour le maraîchage, la mise en place d'unités de transformation de produits agricoles et de hangars de stockage. Tout cela, ça incombe à Hervé Romain. C'est même peut-être l'un des premiers travaux qu'il aura accompli, certainement. Bien évidemment, et je crois qu'il est bien qualifié pour poursuivre cette œuvre-là, parce qu'il était aussi au gouvernement, même s'il n'était pas là en tant que ministre. Donc, en tant que conseiller... Il était au gouvernement d'abord. Oui, bien sûr, mais dans la phase préliminaire de l'étude de ce dossier-là, je crois qu'il avait au moins connaissance en la matière. Il était conseiller. Il était conseiller donc, du chef de l'État, donc il avait au moins certaines connaissances donc, du dossier. Aujourd'hui, c'est un grand défi, la chance lui est offerte à nouveau pour venir s'essayer en la matière. Mais ce qui est intéressant, vous avez oublié de mentionner le plan de développement de la ville de Djougou, qui est également prévu. Parce qu'on sait aujourd'hui que Djougou est une ville carrefour. Et de là qui parle de Djougou, c'est plusieurs autres communes connaissent. Ça voudrait dire qu'avec le développement de cette route, on pourra donc bénéficier de beaucoup d'autres activités. Et figurez-vous, il y a aussi un plan qui est prévu déjà dans les différentes composantes, l'installation donc des postes de péage et de pesage, qui permettront également de pouvoir assurer la fluidité et le développement des activités des différents transporteurs qui prendront donc ces routes-là, pour éviter donc la question d'amortissement. Ça voudrait dire qu'il y aura une contribution, donc c'est-à-dire des commerçants ou des transporteurs même qui prendront part à travers donc ces voies bitumées. Au finish, je me dis que l'implication directe que cela donnera dans la zone du Nord Bénin, ça viendra donc booster l'économie en général. On finira par raccorder le Nord et le Sud en peu de temps, parce que désormais les gens pourront se dire que la voie n'est plus trop loin, et on pourra donc se déplacer pour donc faire des échanges. L'implantation donc des arbres mis en place, ça viendra également améliorer, ça donnera une certaine sécurité environnementale, parce que déjà on est dans la dynamique. C'est une question fondamentale. C'est une question fondamentale et c'est inclus dans le plan de l'asphaltage prévu déjà par le gouvernement. Donc toutes les actions menées ont une seule finalité, c'est déjà finir par travailler pour le développement en général. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes les activités menées sont bien réfléchies. Aucune zone n'est choisie à tout hasard. Ça n'a pas de coloration politique, c'est une question de dynamique de développement. Et déjà, je me dis que pour avoir au moins parcouru cette zone une fois dans ma vie, j'ai compris que c'est une zone qui avait vraiment besoin donc de cette infrastructure et la population doit vraiment bénéficier et saluer cette... Et il a même aussi prévu des plans de sensibilisation et de communication. Parce que figurez-vous, lorsqu'ils vont démarrer donc ces travaux, la population ambiante ou environnementale pourra donc saisir de ces opportunités-là pour essayer donc de venir écouter sur les VIH-Sida. Et on pourra aussi donc les sensibiliser, comment faire des petites activités et l'économie pourra donc être fluide. Je crois que la finalité de ce projet viendra donc désengorger, au finish, toutes ces zones du Nord Bénin. Hervé Héhomé sera-t-il à la hauteur, Abel Dako? Bien évidemment, sera à la hauteur. Il ne faut pas réfléchir pas 1000 fois pour répondre à cette question, parce que c'est lui qui certainement est au cœur de ce projet en tant que... Au moment où il était donc conseiller du chef de l'État, conseiller technique du chef de l'État. Et donc, c'est un projet qu'il connaît sans nul doute dans les moindres détails. Et finalement, le patron trouve qu'il faut que, puisqu'il est resté en amont du projet, en aval certainement, il faut qu'il vienne le réaliser. Outre cet aspect, il faut comprendre que quand l'homme était resté à la tête de ce département ministériel, il avait réalisé des prouesses à travers donc sa compétence à gérer tel ou tel projet et bien évidemment parce que avec l'avènement de la réalisation de l'asphaltage, oui, il en était au début, oui, et donc après il est sorti du gouvernement et ensuite il revient maintenant à la tête de ce même département ministériel. C'est sans nul doute pour un certain nombre de raisons au nombre desquels on peut dire donc c'est un projet, il maîtrise pour la plupart donc ce département en général, ce département ministériel, et donc en ce qui concerne la réalisation de travaux etc., il s'y connaît très bien et donc c'est un défi. Cependant il faut dire que c'est un défi parce que la chose est de comprendre le projet sur papier, l'autre chose c'est donc de faire réaliser ce projet là dans les moindres détails pour le bonheur des populations. On parle d'une somme importante
importante et vous l'avez rappelé. Et non seulement ça, vous l'avez rappelé, il y a la part sociale qu'il faut lier à travers ce projet-là. Et c'est ce qui importe au gouvernement. Ça, vous le savez très bien. Bitumage pour bitumage, ça c'est la moindre des choses qu'il faut faire. Mais aujourd'hui, ce qui doit pouvoir accompagner, c'est le volet social. Et qu'il doit pouvoir suivre comme du lait sur le feu, sans quoi il va encore répondre donc d'un certain nombre de choses. Mathias Koledi déjà. Non, je pense que, parlant de Hervé Romain, je pense que le chef de l'État ne fait rien au hasard. C'est quelqu'un qui connaît à peu près les compétences de tous les hommes qu'il place dans son gouvernement. Et Hervé Romain a déjà démontré, ma foi, ses capacités à conduire ce ministère. Et je crois que seul le chef de l'État sait pourquoi il a mis à la pause à un moment donné. Et bon, il était vraiment à la pause. Voilà, il a été conseiller même aux infrastructures, au chef de l'État. Donc, s'il revient, c'est forcément pour conduire encore d'autres grands projets comme celui-là. Et je pense que il sera certainement à la hauteur. Mais comme le disait tout à l'heure Amel Dako, je pense que le plus important, c'est de pouvoir concrétiser ce projet. C'est-à-dire, il faut que le délai prévu pour la réalisation de ce projet soit respecté et qu'on ait véritablement une infrastructure de qualité. Et cela permettra quand même à coup sûr le développement économique, social et pourquoi pas sur le plan même de la sécurité alimentaire. Parce que quand on produit des denrées alimentaires et qu'il n'y a pas de voie d'accès pour même aller prendre ces produits et l'étendre à tout le pays, je crois qu'il y a un problème. C'est-à-dire vous avez la disponibilité de l'aliment, mais tout le monde n'a pas un accès géographique à cela, même quand ils ont des moyens pour s'en procurer. Donc je pense que le plus important aujourd'hui, c'est qu'on ait de véritables voies et que effectivement nous puissions tendre vers le développement, comme l'a souligné le chef de l'État dans son programme d'action du gouvernement. Très bien. On va évoluer dans la causerie de ce matin avec cette autre décision du gouvernement du président Patrice Talon, à savoir l'acquisition de 500 000 moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action à travers la plateforme Wambo. C'est bien sûr au profit du programme national de lutte contre le paludisme. Elia Djeran, quel regard portez-vous sur cette volonté du gouvernement de lutter contre le paludisme sous nos yeux? Merci. Vous savez, depuis des années, toutes les études l'ont révélé. Et les enfants de moins de 0 à 5 ans meurent généralement, et même les femmes enceintes meurent du paludisme. Et déjà, je crois que plusieurs politiques ont été mises en place à travers le programme national de lutte contre le paludisme, mais ça n'a toujours pas encore connu son vrai succès. Et figurez-vous, ça a été toujours très cher, ça revient toujours plus coûteux au gouvernement. Et déjà, la politique mise en place cette fois-ci, c'est l'acquisition donc de cette quantité importante de moustiquaires à mettre à la disposition donc de la population. Mais quoi? À un coût plus réduit. C'est d'abord là le volet, puisque d'abord on est déjà dans la dynamique donc de pouvoir gérer correctement les ressources de l'État. Et déjà, je crois que c'est déjà un apport considérable. Maintenant, la qualité donc de ces moustiquaires aujourd'hui permettront véritablement aux femmes enceintes, à la population générale, toutes les personnes vulnérables à pouvoir donc se protéger contre les maladies qui aujourd'hui paraît très fatale pour la population en général. Donc je me dis que cette dynamique de l'État est aussi un devoir, puisque le gouvernement a pour devoir d'assurer la protection de ses citoyens. Et c'est pour répondre à ce besoin-là. Surtout, nous sommes au temps de pluie, et déjà on comprend partout, surtout dans le Nord Bénin, avec la montée des eaux, plusieurs zones ont été déjà envahies par les eaux. Donc je me dis que c'est déjà la période où les moustiques ne font pas de cadeaux aux populations. Je crois que c'est une dynamique qui vient répondre favorablement à la santé de la population en général. Et je me dis que c'est une décision très louable et il faut donc encourager cette décision. Abel Dako, votre avis par rapport à cette décision? Alors, on parle d'un mal qui ne fait pas de cadeau à qui que ce soit, parce qu'il est très important de le rappeler. Le paludisme, comparé à d'autres maladies, c'est la maladie qu'il faut craindre le plus. Donc on ne comprend pas forcément cette réalité-là, parce que selon des statistiques, l'UNICEF pense que le paludisme est la première cause de mortalité des enfants âgés de moins de 5 ans.
Et vous voyez combien de fois cette maladie-là est très fatale pour ces enfants-là, parce qu'il suffit de voir un petit enfant jouer dans l'espace de 5 à 10 minutes et tout de suite ça change et l'enfant en fait une forte fièvre très rapidement. Si rien n'est fait, dans les minutes qui suivent, on perd l'enfant. Oui. Ça n'a rien à voir forcément avec nos réalités spirituelles, nos réalités, tout ce que vous voulez, oui. Mais c'est dû pour la plupart des cas à cette maladie-là qui sévit sous nos cieux. Et donc, pour répondre à cette réalité, pour faire face véritablement à cette réalité-là, le gouvernement pense que il y a de moyens très simples pour lutter en amont contre cette maladie-là. C'est déjà se protéger contre la piqûre des moustiques à partir du moment où on connaît le premier facteur, le premier vecteur de cette maladie-là. Il y a quand même donc de moyens très simples pour lutter contre cette maladie, c'est-à-dire dormir sous moustiquaire imprégné. Et Gilles Christ l'a bien fait de le rappeler, la plupart donc des populations n'a pas forcément accès à ce premier facteur-là que sont les moustiquaires imprégnés. Et donc à partir de ce moment, le gouvernement prend ses responsabilités en mettant à disposition de ces populations ces moustiquaires-là à moindre coût. Parce que, il faut le rappeler également, le Bénin, et les Béninois pour la plupart en général sont, disons que ils sont des responsables en matière de spéculation. Il suffit juste que ces moustiquaires arrivent et ils pourront aller s'en procurer en grand nombre et commencer à les vendre au bord des artères à de prix élevés. Alors que, on l'a dit tout à l'heure, le gouvernement assainit tous les domaines. Ils ont dit que tous les domaines, à partir de cet instant-là, aujourd'hui, il y a de plateformes pour gérer l'achat de ces moustiquaires-là. Et donc, c'est forcément une mesure sociale qui est à apprécier à sa juste valeur. Mathias Dejan, le gouvernement, par cette décision, vient prouver, ou sinon vient soutenir cette affirmation qui dit « prévenir vaut mieux que guérir ». Absolument. Et vous savez, le paludisme causé par le germe Plasmodium falciparum, dont l'agent vecteur est l'anophèle, comme il a dit tout à l'heure, et est une maladie comme l'a d'ailleurs souligné Dako qui tue même plus que le sida, le VIH-sida. Donc je pense que le gouvernement fait déjà bien de mettre un accent sur la réduction surtout du coût pour permettre à notre pays de faire des économies aussi sur ce plan. Et je pense que cela permet quand même davantage que les populations soient protégées, surtout en saison pluvieuse où nous notons une éclosion notable des larves de moustiques surtout. Et ce qui m'intéresse moi ici, c'est la gestion de ces moustiquaires qui seront, comment on appelle-t-on, distribués? Non, qui seront acquises. Parce que il est arrivé, moi je prends surtout mon cas, il est arrivé que dans des familles, vous trouvez des gens qui ont jusqu'à 5 moustiquaires, surtout pendant la campagne de distribution de ces moustiquaires, alors que normalement, en fonction de la taille du ménage, il y a un certain nombre à ne pas dépasser. Moi, il est arrivé même qu'un ami qui vit seul arrive, moi, à me procurer des moustiquaires. J'ai dit non, mais j'en ai déjà. Ou du moins, sont fait enregistrer des gens qui déjà se sont fait enregistrer ailleurs et on veut récupérer aussi ces moustiquaires à ces gens-là. Donc moi je pense que la gestion c'est le plus important aujourd'hui, c'est la gestion que l'État fera désormais de ces moustiquaires-là. Comment ces moustiquaires-là seront distribués pour que ceux qui ont véritablement droit à ces moustiquaires-là, que ça soit vers ceux-là, que ces moustiquaires-là soient orientés. Sinon, quelqu'un qui a les moyens, qui peut aller dans une pharmacie, se procurer une moustiquaire, et tout ça, et on se permet encore de l'enregistrer pour lui donner encore de moustiquaires, ce n'est pas bien. Et on voit même parfois des agents de santé qui en possèdent même à des... et qui parfois même qui vendent ça. Ou bien vous voyez les moustiquaires vendus aux abords des voies. Je pense qu'il faut que l'État ait un regard désormais sur ces gens. Désormais on punit des directeurs pour des détournements de vivres. Ceux qui s'adonneront à ces pratiques certainement subiront la rigueur de la loi. Bon, il faut un regard. Bien sûr. Très bien. Et vous avez tout à l'heure mis l'accent sur l'économie au niveau donc de cette campagne. Précision à toute fin utile que ces 500 000 moustiquaires ont coûté pour le gouvernement actuel 939 millions
506 204 francs CFA pour un coût unitaire de 1879 francs CFA contre 3750 francs CFA antérieurement. Et on sait que les années passées, ces moustiquaires coûtaient plus cher que maintenant. C'est chose salutaire, Elia Djera. Justement, c'est bien cela. Vous allez voir même le nouveau montant d'acquisition de ces moustiquaires font presque la moitié du montant antérieur. Ça voudrait dire qu'il y a une réduction, il y a un bénéfice que l'État a donc pu obtenir dans ce domaine-là. Et ce qu'il faudrait aussi rappeler, quand l'État finit d'accomplir son devoir, que les bénéficiaires eux-mêmes aussi en fassent usage. Parce que déjà, certaines personnes vont pouvoir obtenir ces moustiquaires-là et ne finiront pas. Parce que c'est impensable d'entendre dire dans certains ménages, je ne dors pas sous moustiquaire. Parce que ça, déjà de riz, donc ça ne s'explique pas. Je pense qu'aujourd'hui... ils n'arrivent pas à dormir lorsqu'ils sont sous moustiquaire. Or, il est question de leur vie. Il est question de la vie des citoyens. Il faut qu'ils vivent pour travailler pour le développement de la nation. Donc, par conséquent, la population, le travail de la sensibilisation doit être très accentué, être pérennisé, afin donc d'inviter les gens à pouvoir vraiment faire usage. Et que les personnes mal intentionnées qui voudront s'infiltrer déjà dans ce dispositif-là de distribution soient véritablement découragées, afin que nous puissions résolument avancer. Parce que c'est un programme de grands rendez-vous. Le Bénin appartient à des grands rendez-vous en matière de lutte contre le paludisme. Et déjà, selon le rapport de l'OMS, si déjà un pays arrive à atteindre ce succès, ça voudrait dire qu'il peut donc être décoré. Décoré, ce n'est pas forcément au plan matériel, mais c'est aussi en matière de sécurité de vie humaine. Et aujourd'hui, le gouvernement a compris qu'il faut des gens qui soient là pour travailler pour le développement de la nation. Tous les travaux envisagés seront donc donnés à des gens qui vivent et par conséquent, il faudrait des gens en bonne santé. Je crois que c'est ça la réalité et c'est ça le résultat envisagé. Donc je me dis qu'au finish, nous pouvons donc saluer et encourager le gouvernement qui est déjà dans sa politique, qui est déjà dans sa dynamique de faire insuffler aux populations béninoises une bonne sécurité de vie donnée. Et je crois que vraiment, c'est une décision. Et ce qui me réjouit davantage, c'est que le ministre qui est là aujourd'hui connaît aussi bien la maison. Il est d'abord gynécologue de formation, oui. Il a d'abord traité des femmes enceintes, oui. Il a subi véritablement, il a constaté la souffrance de cette population-là. Je crois qu'il a de peu que l'inviter lui-même à pouvoir avoir un regard davantage pour pouvoir assurer une bonne gestion donc, de ces moustiquaires mis à la disposition du ministère de la Santé. Abel Dako. Je ne voudrais pas parler au nom du gouvernement, mais je voudrais aussi bien rassurer Elie que le politologue sur l'analyse politologue sur le plateau que en matière donc de bonne gestion de ces moustiquaires, ne nous faisons pas de soucis. Ça va être chose faite parce que donc tous les Béninois, chacun à son niveau, a compris désormais qu'il ne faut pas jouer avec le feu en s'amusant avec un certain nombre de choses parce que vous l'entendrez sans nul doute. Si un Béninois se hasarde à le faire pour une simple moustiquaire, il pourra se retrouver derrière les barreaux. Deuxièmement, il faut comprendre que il y a, vous et moi, en tant que des médias, nous avons du grain à moudre désormais, c'est sensibiliser les populations suffisamment au sujet donc de dormir sous moustiquaires imprégnés et autres. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est inconcevable d'entendre des Béninois dire que bon, je n'arrive pas à dormir sous moustiquaires parce que quand je la mets, je n'arrive pas à fermer l'œil de la nuit, je tourne dans tous les sens, etc. etc. Sans comprendre que la première cause de mortalité, non seulement surtout pour les enfants, mais également pour les adultes, parce que quand vous accumulez le nombre de plasmodium dans votre corps sur une période donnée, votre corps prend un coup à un moment donné. Ça n'a rien à voir avec une vieille qui se trouve au village, une grand-mère, etc. etc. C'est pour la bonne santé de chacun et de tous, et le pays a besoin, la nation a besoin de la contribution, de l'effort de travail de tout un chacun et de tout le monde ensemble pour amorcer véritablement le développement. Troisième chose qu'il faut comprendre à travers ce projet-là, c'est que désormais, vous avez compris, avant 2016, pour la plupart des Béninois, le volet social se résume à ce que, on les ramène, on les met dans un bus, arrivé au stade, on finit, ils applaudissent au bout de 5 heures, 6 heures, voire 10 heures de la journée, on leur tend 2000, et c'est ça le volet social. Non, désormais, vous l'avez très bien fait de le rappeler, pour l'acquisition de cette moustiquaire-là, il fallait
3 000 francs et plus. Aujourd'hui, le Béninois pourra s'en procurer à moins de 2 000 francs. Oui. C'est déjà ça l'essentiel et c'est le volet social dont il est question. Parce que, ajoutez au fait que, pour la plupart des Béninois, on ne peut pas s'acheter une moustiquaire lorsqu'on a l'argent. On préfère aller s'acheter, pour ce que je vais dire, 2 kilos de riz et de paquets de couscous. Ça suffit pour le ménage et tout le monde est content. Mais à quoi servirait véritablement de nourrir le ventre et de laisser le corps? Et c'est à quoi le gouvernement s'attelle plus, à mon sens, parce que lorsqu'on se porte très bien, on peut ne pas manger et mieux se porter. Je dis bien, lorsqu'on se porte très bien, on peut ne pas manger et mieux se porter, parce qu'au moins, c'est vrai que ça peut paraître ridicule pour la plupart, vous pouvez rester en vie, lorsque vous ne vous alimentez qu'avec l'eau pendant 7 jours au moins. Alors que nous ne sommes pas dans la disette, on n'est pas encore au bord de la famille. Pas du tout. Et puisse Dieu nous en l'éloigner. Mathias Koulodi déjà tout à l'heure, en mettant justement le doigt sur cette question de mauvaise gestion, ainsi de suite. On sait qu'aujourd'hui, lorsque vous urinez au mauvais endroit, vous pouvez vous retrouver derrière les barreaux. Ça devrait constituer, si j'ajoute un peu ça aussi au développement de Abel Dako, un instrument de dissuasion assez profond pour les personnes à la base, parfois les chefs quartiers, les chefs villages, les collaborateurs de ces élus locaux-là, qui parfois ça donne à des mauvaises gestions de ces moustiquaires, afin que chacun soit responsable de ses actes. Oui, je ne doute aucun instant qu'il y a une bonne gestion, surtout au sommet de l'État, depuis, en tout cas, 2016. Et c'est ce qui est salutaire. Mais je dis, il y a des réalités encore dans le pays que peut-être nous forçons à ignorer. Et ce n'est pas bien. Je dis, les moustiquaires ont toujours été commandés. Mais c'est la gestion faite de ces moustiquaires qui a toujours posé problème. Effectivement, il y a eu des économies déjà avec cette, comment appelle-t-on, cette nouvelle méthode de commande par le gouvernement actuel. Il y a déjà des économies et voilà, cela déjà c'est bien pour le pays. Mais je dis, il faut que le gouvernement soit vraiment attentionné à la conduite de la distribution de ces moustiquaires. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Pour que celui qui a véritablement droit à ça, que ça soit vers celui-là, que ces moustiquaires aillent. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, moi, mon cas, je vous dis... Oui, et vous n'allez pas revenir. Voilà, mais je dis, il y a des gens qui n'ont même pas, peut-être... Leur ménage ne compte pas 5 membres, mais qui se retrouvent avec 4-5 moustiquaires parfois. Et ça existe dans le pays. Et ça ne changera pas si le gouvernement ne met pas une certaine manière de suivi, surtout pour ces nouvelles moustiquaires qui sont commandées cette fois-ci. Donc, la question que je posais, c'est est-ce que vu l'arsenal qui est mis en place aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas aussi s'attendre à une meilleure prise de conscience que par le passé? Oui, on peut s'attendre à une meilleure prise de conscience. D'accord. Mais je dis, ça n'enlève pas à des gens qui sont déjà tapis dans l'ombre, qui sont mal intentionnés, qui vont continuer à agir pour être contre le développement de ce pays, surtout pour se procurer des biens de l'État qui ne devraient pas leur revenir. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut les mettre à disposition de la justice, mais pour y arriver, il faut que le gouvernement mette un système de suivi. Surtout, sinon on se connaît dans le pays. Je dis, les choses n'ont pas encore changé, comme on le dit. Les choses vont commencer par changer. Mais vous dites par exemple que des gens qui urinent aux abords, il faut voir l'individu d'abord. Et là, c'est parce qu'il urine aux abords des voies. Mais celui qui a à disposition des moustiquaires, qui est devant des moustiquaires, si vous ne le voyez pas, vous ne pouvez pas savoir comment est-ce que ça a été géré. Mais ça demande aussi l'apport de tous les élus locaux dans Abel Dako, que tous les responsables, les élus locaux et communaux qui sont à la base puissent vraiment s'impliquer et voir de près ce qui va se passer. C'est vrai que l'analyse politologue dira tout à l'heure qu'ils ont toujours été associés. Non, ne soyons pas pessimistes jusqu'à ce point. Je vous concède le fait que vous pensez que les Béninois se comportent de cette façon pour la plupart.
là. Non, cette fois-ci, chacun à son niveau aura bien évidemment un cahier de charge parce que vous savez, le pays fonctionne sur la base de cahier de charge. Donc les conseillers à la base travailleront d'arrache-pied à ce que pour chaque ménage le nombre de moustiquaires soit bien déterminé et aille véritablement vers les bénéficiaires. Soyez rassurés que ça va se faire de cette façon-là. Très bien, merci. Oui. Si vous avez vu des chefs d'arrondissement qui ont été même suspendus alors qu'ils savent qu'il y a la criette dans le pays. Donc je pense qu'il faut de la rigueur et il faut un suivi rapproché, surtout dans la distribution de sa moustiquaire. Moi qui suis ici, j'ai déjà une moustiquaire. Pour moi seul, ça suffit. Je ne voudrais plus en prendre. Les gens m'inscrivent chaque fois, je refuse. Vous savez que c'est pas une conversation privée. Vous m'excusez. Vous regardez dans la caméra, vous dites. Non, je n'ai pas peur. Moi, merci. Je dis librement ce que voilà, c'est pour détendre aussi l'atmosphère. Merci, Mathias Claudie, déjà journaliste politique, d'avoir été sur ce plateau. Abel Dako, journaliste correspondant de FM Liberté au Bénin et au Nigeria. Merci d'avoir été sur ce plateau aussi. Et Elia Djeran, vous êtes un collègue aussi. Merci d'avoir été sur ce plateau. Je souhaite à tous une très bonne semaine de travail. Et on se retrouve très prochainement sur ce plateau.